Plus le temps passe, plus Donald Trump comprend qu'il n'obtiendra peut-être jamais en Iran la victoire rapide tant espérée. Et pendant que son allié israélien pousse pour continuer la guerre, Trump regarde désormais ailleurs, vers une cible plus facile, le Cuba. Oui, vous avez bien entendu. Parce qu'une victoire facile et rapide à Cuba permettrait à Donald Trump de vendre à ses électeurs la victoire qu'il n'a jamais réussi à obtenir en Iran. Depuis des semaines, les médias occidentaux parlent surtout des missiles, des frappes, des bombardements, des menaces. Mais dans les coulisses, une autre réalité commence à apparaître. Donald Trump pensait pouvoir régler l'affaire iranienne rapidement. Une guerre courte, une démonstration de force, quelques frappes massives, puis un Iran affaibli, prêt à négocier sous pression américaine. Sauf que rien ne s'est passé comme prévu. L'Iran ne s'est pas effondré. Les missiles iraniens ont continué de frapper. Les drones iraniens ont continué de frapper. Et surtout, le détroit d'Ormuz est toujours verrouillé par l'Iran et est devenu le centre du monde. Aujourd'hui, des dizaines de navires ralentissent, d'autres hésitent à traverser, et les prix explosent partout. Essence, kérosène, transport, agriculture, engrais. Tout commence à coûter plus cher. Et pendant que les télévisions parlent encore de pression maximale, les Américains eux-mêmes commencent à sentir les conséquences dans leur propre portefeuille. Donald Trump aurait sincèrement pensé que l'Iran tomberait rapidement après l'offensive israélo-américaine du 28 février. Mais au lieu d'un effondrement, Washington découvre un pays capable de continuer les frappes, de résister et surtout de transformer la guerre en levier économique. Car pendant que les Occidentaux parlent encore de sanctions, l'Iran est déjà en train de préparer autre chose. Un péage permanent sur le détroit d'Ormuz. Oui, comme une autoroute mondiale. Chaque navire, chaque cargaison, chaque baril de pétrole, tout est désormais taxé. L'Iran a transformé le détroit d'Ormuz en péage mondial. Et selon les estimations évoquées, ce système pourrait rapporter entre 50 et 70 milliards de dollars par an à l'Iran. C'est colossal. Imaginez la scène. Les États-Unis frappent l'Iran pour l'affaiblir, mais quelques mois plus tard, l'Iran gagne encore plus d'argent qu'avant la guerre. Et ce n'est pas tout. Téhéran discute maintenant avec Oman, le pays qui partage avec lui les eaux du détroit d'Ormuz. Et si les deux pays trouvent un accord, alors ce péage pourrait devenir permanent. Autrement dit, le point de passage énergétique le plus stratégique du monde pourrait progressivement tomber sous contrôle économique iranien. Voilà pourquoi Donald Trump commence à se retrouver dans une situation extrêmement dangereuse politiquement. Car plus la crise dure, plus les prix du carburant augmentent à la pompe, plus les électeurs américains commencent à poser une question simple. Pourquoi sommes-nous entrés dans cette guerre ? Plus les semaines passent, plus Donald Trump découvre une réalité qu'il n'avait probablement pas imaginée. L'Iran ne négocie plus comme un pays acculé. Au contraire, les Iraniens commencent maintenant à parler comme un camp qui sait qu'il a gagné la guerre et a repris l'avantage. Et cela se voit dans leur attitude. Au début de la crise, Washington croyait pouvoir imposer ses conditions. Mais aujourd'hui, ce sont plutôt les Iraniens qui ferment certaines portes de négociation. Exemple extrêmement important et très concret, la question de l'uranium enrichi. Depuis plusieurs semaines, des discussions indirectes auraient lieu autour d'un possible transfert de l'uranium iranien vers un pays étranger, potentiellement la Russie. C'était une des rares ouvertures possibles dans les négociations. Mais soudainement, le nouveau guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei, ferme brutalement la porte. Message envoyé à Washington. Nous ne sommes plus en position de faiblesse. Et c'est précisément ce qui devient dangereux pour Donald Trump. Parce qu'à chaque nouvel ultimatum qu'il émet, l'Iran constate quelque chose d'autre. Trump menace, puis il repousse les délais. Encore et encore. Que des échéances floues. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et plus des délais changent, plus une impression commence à apparaître. Washington hésite. Pourquoi ? Parce qu'une nouvelle guerre massive contre l'Iran pourrait devenir incontrôlable. Et surtout,
Parce que même à l'intérieur du camp occidental, les objectifs ne semblent plus être les mêmes. Derrière les caméras, Donald Trump et Benjamin Netanyahou ont eu plusieurs conversations téléphoniques extrêmement tendues. Et selon des témoins, la deuxième conversation aurait duré très longtemps. Pourquoi ? Parce qu'Israël voudrait continuer la guerre coûte que coûte. Mais Trump, lui, commence peut-être à voir le piège. Plus la guerre dure, plus les prix du carburant explosent, plus les marchés paniquent, plus les électeurs américains se fatiguent, puis cherchent un responsable. Et surtout, une guerre qui dure menace directement son image. Car Donald Trump avait promis autre chose à sa base politique. La force, la rapidité, l'efficacité. Des victoires rapides. Pas une crise mondiale sur l'énergie. Pas des pénuries. Pas une inflation supplémentaire. Pas un détroit d'Ormuz paralysé. Et c'est là que Cuba commence soudainement à réapparaître dans le discours américain. Depuis des années, presque plus personne à Washington ne parlait sérieusement de Cuba. Puis brusquement, les médias recommencent à parler de menaces cubaines, de drones russes, de Guantanamo, de sécurité américaine. Exactement comme si un nouveau narratif était en train de se construire. Cela ressemble fortement au narratif utilisé avant certaines anciennes interventions américaines. Et tout à coup, une hypothèse commence à émerger. Et si Cuba devenait pour Trump la victoire facile qu'il n'arrive pas à obtenir en Iran? Et plus on avance dans cette crise, plus une question devient troublante. Donald Trump cherche-t-il encore réellement une victoire en Iran? Ou cherche-t-il maintenant une porte de sortie? Parce qu'au fond, le problème n'est plus seulement militaire. Le problème devient politique, économique, électoral. Car pendant que Washington menace, le citoyen américain commence déjà à ressentir les conséquences de cette guerre. Et ce détail paraît banal, mais il est en réalité extrêmement important. Parce qu'une guerre devient dangereuse pour un président américain quand les citoyens commencent à la ressentir dans leur vie quotidienne. À la pompe, dans les prix, dans les voyages, dans l'alimentation, dans l'inflation. Et soudainement, la promesse d'une guerre facile commence à se transformer en fardeau politique. Voilà pourquoi le dossier cubain devient si intéressant. Parce qu'aux yeux d'une partie de l'administration américaine, Cuba représente exactement le contraire de l'Iran. Une île proche, un régime isolé, une cible beaucoup plus petite, et surtout, une opération potentiellement plus facile à vendre médiatiquement. Une victoire rapide à Cuba permettrait à Trump de vendre à ses électeurs la victoire qu'il n'a pas obtenue en Iran. Et quand on écoute attentivement, tout commence à prendre une logique extrêmement inquiétante. Brusquement, les médias recommencent à parler de Cuba comme d'une menace. On évoque des drones russes, une menace contre Guantanamo, des risques pour la sécurité américaine. Exactement comme si l'opinion publique devait être préparée psychologiquement. Et ce qui rend la situation encore plus troublante, c'est que pendant ce temps, Donald Trump semble freiner face à Netanyahou. Car les intérêts ne sont plus forcément les mêmes. Israël veut continuer la pression maximale contre l'Iran. Mais Trump, lui, doit penser aux élections, à l'économie américaine, à sa base MAGA, et surtout, à son image de président fort. Car un président qui promet une victoire rapide, mais qui se retrouve piégé dans une crise mondiale, devient vulnérable politiquement. Et pendant que Washington hésite, l'Iran continue d'avancer ses cartes. Péage sur Ormuz. Nouvelle taxation sur les câbles sous-marins qui traversent le détroit d'Ormuz. Contrôle stratégique des flux énergétiques. Influence régionale renforcée. Résistance militaire. Négociations qui traînent. Et surtout, une image qui commence à se diffuser dans le monde entier. Celle d'un Iran qui n'est pas tombé. Finalement, cette crise révèle peut-être quelque chose de beaucoup plus grand. Les États-Unis restent la première puissance militaire du monde. Mais aujourd'hui,
Même la plus grande puissance du monde découvre qu'il devient de plus en plus difficile de contrôler les crises, d'imposer rapidement ses objectifs et de mener des guerres sans conséquences économiques mondiales. Et pendant que l'attention médiatique reste fixée sur les missiles, une autre bataille est déjà en cours. La bataille du récit. Qui a gagné? Qui résiste? Qui contrôle les routes du pétrole? Qui impose désormais le tempo? Et surtout, jusqu'où Donald Trump sera-t-il prêt à aller pour éviter que l'Iran ne devienne politiquement son plus grand échec international?